Bonjour Marc Zeller. Bonjour Valentin. Merci de nous rejoindre sur ce podcast pour faire un point d'actualité sur tout ce qui se passe sur la finance décentralisée, sur tout ce qui se passe sur la DeFi, sur tout ce qui se passe en ce moment particulièrement chez AAV et sur les médias sociaux décentralisés. Alors on a eu l'occasion de te recevoir un certain nombre de fois chez Cryptost. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le responsable des développeurs chez AAV. Donc c'est toi qui lead un petit peu maintenant ces innovations sur lesquelles on va échanger, puisque d'ici à la fin de l'année, il devrait y avoir pas mal de nouvelles choses sur AAV. Donc je suis très content que tu viennes nous en partie nous en parler sur ce podcast et voir un petit peu les évolutions depuis le dernier podcast qu'on a fait sur la finance décentralisée, qui date de début d'année, si je ne dis pas de bêtises. Donc, comme on sait, chaque minute est équivalent à une heure de la DeFi versus le reste du monde. Donc, on a beaucoup de choses à se dire. Merci d'être là. Est-ce que tu peux rajouter quelques trucs sur ton parcours, peut-être, si j'ai oublié des choses intéressantes? C'est très bien. C'est toujours un plaisir de venir chez Cryptost, cette qualité. J'écoute souvent vos podcasts, notamment dans ma voiture. C'est le moment parfait d'écouter un peu ce qui se passe du côté de Cryptost. Donc c'est toujours un plaisir de venir dans l'émission. Au niveau du parcours, depuis récemment, j'ai été élu par mes pairs comme le président du comité finance décentralisée de l'ADAN, qui est un groupement d'intérêt qui représente les acteurs du numérique en France. Et c'est une nouvelle responsabilité auquel je contribue depuis peu pour faire passer un peu les messages à ceux qui nous régulent, qui est de soutenir l'innovation en France. Vous avez justement récemment vu notre ministre délégué à la transition du numérique, et tu nous diras peut-être voilà, les sentiments qui sont issus de ces points, qui sont de plus en plus nombreux, et effectivement qui sont lead par l'Association de développement pour les actifs numériques, l'ADAN, qui fait de plus en plus de travail dans ce sens, et il faut le saluer. Quand on s'était vu il y a un an, je crois que la V2 venait de sortir, donc un peu moins d'un an, comme je le disais. Maintenant, on entend déjà parler de V3. En même temps, vous changez tous les ans de version, donc c'est la suite logique. Mais il y a des choses que tu avais teasées qui sont sorties depuis, notamment le réseau social décentralisé Lens, ou en tout cas toute cette couche d'infrastructure qui permet de bâtir des réseaux sociaux. Euh, il y a eu l'affaire Twitter, donc ça va être intéressant de voir un petit peu l'évolution là aussi. Et tu nous avais aussi tease un token qui s'est avéré être un stablecoin en fait, qui s'est avéré être le Go, qui s'est avéré être en train d'être discuté dans le forum de gouvernance de AAV. Je voudrais qu'on commence un petit peu par ça parce que évidemment c'est l'un des points d'attention de la communauté et l'un des points d'intérêt. Et pour deux choses, déjà parce qu'en parlant d'intérêt, certains s'imaginent déjà mettre des taux d'intérêt très intéressants sur ce stablecoin, et d'autres imaginent justement dans cette guerre des stablecoins, centralisés, décentralisés, algorithmiques, que AAV pourrait prendre une part importante, et comme c'est un protocole qui est décentralisé et avec une forte communauté, pour justement le meilleur de l'écosystème. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que ça en est, ce petit Go, s'il te plaît, et un petit peu la genèse de ce projet? On en avait parlé avec Stani en juillet dernier dans l'interview que je mets en description, mais je sais que voilà, ça a pas mal avancé depuis parce qu'à l'époque, c'était pas encore voté par la communauté. Alors, effectivement, le premier vote est passé du côté de de l'AV Gouvernance. Il faut bien comprendre que AV, c'est décentralisé, donc c'est une organisation décentralisée autonome, une DAO. Et du coup, moi, je travaille pour AV, mais en fait, les AV Companies, qui sont une entreprise tout à fait normale de développement informatique qui est basée au Royaume-Uni. Mais le protocole AV, c'est un ensemble de smart contracts sur la blockchain Ethereum, mais c'est deux choses différentes. D'ailleurs, probablement dans notre prochaine interview, les AV Companies vont changer de nom pour qu'il y ait moins de confusion et que les gens fassent la distinction entre le protocole et les entreprises autour du protocole AV, puisque aujourd'hui, dans cette démarche de décentralisation, les AV Companies ne sont qu'un service provider, un apporteur de services et de développement parmi d'autres. On a notamment une partie des core développeurs des AV Companies qui sont devenus indépendants sous la structure BGD Labs. On a tous ceux qui s'occupent des paramètres de risque, et ça nous intéresse pour le Go, pour définir les courbes
d'intérêt, définir la collatéralisation des actifs qui rentrent en compte dans ce stablecoin Go, qui sont par exemple Gotlet, qui est une entreprise indépendante, par exemple Chaos Lab, qui est en train de faire sa proposition pendant qu'on enregistre, et les premiers votes sont globalement positifs. Donc, a priori, sauf sauf suspense de dernière minute de gouvernance, ils rejoindront la Risk Team du protocole AV. Donc, il y a vraiment tout cet écosystème, et c'est le point le plus central que je veux mettre en avant, c'est que AV, ça devient un écosystème plus qu'un protocole aujourd'hui, avec tout un ensemble de produits et de services qui sont en synergie et en coopération les uns avec les autres. Donc, les gens ont connu et ont découvert cet écosystème avec le protocole AV, qui est un protocole de liquidité qui permet à tout à chacun d'apporter en liquidité des actifs dans le but d'avoir un revenu passif, comme un compte d'épargne décentralisé numérique, ou alors d'utiliser des actifs à valeur spéculative, comme de l'Ether, du Bitcoin tokenisé, etc., pour pouvoir accéder à des actifs non spéculatifs ou d'autres actifs pour emprunter en payant un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt qui est payé va rémunérer directement ceux qui apportent de la liquidité. Ça, c'est le fondement de la finance décentralisée, et c'était vraiment la première étape de cet écosystème AV. Il se trouve que quand on est un protocole de liquidité, et d'autant plus le premier protocole mondial de liquidité aujourd'hui qui existe dans la finance décentralisée, on est extrêmement bien placé pour être l'éditeur, le créateur d'un stablecoin, puisque ce système de dépôt et d'emprunt, c'est à peu près les mêmes mécanismes et la même architecture qui sont derrière un système de stablecoin qu'on dit surcollatéralisé, comme le DAI de MakerDAO. Et donc, on a déjà toute l'infrastructure, toute la liquidité qui est en place pour permettre à des gens d'apporter des actifs en termes de collatéral et d'avoir une ligne d'emprunt. Actuellement, d'emprunter de l'USDC, par exemple, du DAI, d'autres actifs. Mais en fait, le mécanisme pour permettre aux gens, au lieu d'emprunter de l'USDC, de créer du Go, donc de créer un stablecoin avec un système de collatérisation et d'emprunt qui se met en place, il est très, très similaire. C'est pas la même chose techniquement, mais c'est très similaire. Et du coup, on avait une position confortable pour rentrer sur ce marché. Et du coup, on utilise cette position maintenant que le protocole AV a pris de l'ampleur, a sémenté ses parts de marché dans l'écosystème pour apporter ce nouveau service et apporter dans l'écosystème de la diversité dans les stablecoins décentralisés avec l'apparition du Go. Donc, on va pouvoir utiliser AV, et on aura le choix, quand on utilise AV, soit d'emprunter un autre stablecoin. On garde cette diversité de stablecoins qui est extrêmement importante dans l'écosystème, puisque la décentralisation vient aussi de la diversité, mais il y aura aussi l'option, et cette option, elle sera probablement la plus compétitive en termes de taux d'intérêt, de minter, donc de créer des nouvelles unités de Go qui iront en circulation, dont la valeur sera indexée au dollar. Donc, un Go équivaut à $1, et il y aura accès à de la liquidité sur des marchés secondaires pour échanger ces Go contre des monnaies fiduciaires dans des échanges centralisés, des prestataires de services en actifs numériques, par exemple en France, ou l'équivalent de manière internationale, ou d'autres stablecoins pour les faire ce qu'on a envie de faire avec. Donc ça, c'est la première chose, c'est que, on était bien placé et on a une certaine expérience pour créer un stablecoin. Donc on le fait, on contribue à la diversité des stablecoins dans l'écosystème, et on pense que c'est important pour la décentralisation de l'écosystème, puisque nous, on est pour le DAI. On pense que MakerDAO, ça fonctionne très bien depuis longtemps. On est pour aussi USDC, qui a ses propres avantages, même si c'est un stablecoin qui est centralisé. On est pour aussi Curve, par exemple, qui va sortir un stablecoin dans les prochaines semaines également. On verra qui sort en premier. Est-ce que ce sera le stablecoin d'AV ou celui de Curve? A priori, ça va jouer à quelques semaines. On est pour aussi Frax, par exemple, qui fait une autre représentation de stablecoin. Et en fait, on pense, et ça c'est vraiment ma conviction personnelle, c'est que plus on aura de stablecoins décentralisés, diversifiés, moins on aura une dépendance à l'USDC dans l'écosystème, et moins on aura ce point
de centralisation qui est aujourd'hui l'USDC. Aujourd'hui, lorsque vous êtes maker DAO, c'est très très pratique et très utile d'utiliser l'USDC pour créer du DAI, puisque vous utilisez quelque chose qui vaut 1 dollar pour créer quelque chose d'autre qui vaut aussi 1 dollar. Et en fait, vous pouvez, si sur les marchés secondaires, l'USDC est un petit peu en dessous d'1 dollar, ou si le DAI est un petit peu au-dessus d'1 dollar, vous pouvez jouer sur ces mécanismes de création et de destruction d'actifs par les lignes de crédit chez MakerDAO ou dans d'autres plateformes de liquidité pour faire de l'arbitrage. Sauf que c'est tellement pratique que c'est très utilisé. Et aujourd'hui, les actifs qui sont derrière le DAI, à plus de 80% en moyenne, voire 90% sur certaines périodes, c'est de l'USDC. Et du coup, avoir un stablecoin décentralisé avec essentiellement un stablecoin centralisé en collatéralisation, c'est forcément un point de failure, d'échec unique qui rend le système un petit peu plus vulnérable. Et en fait, la solution à ça, c'est pas de dire il faut interdire l'USDC. Ouais, clairement non. L'USDC, c'est très pratique. Circle, c'est des gens hyper sérieux et leur succès vient du fait que si vous êtes un market maker ou quelqu'un qui fait de l'arbitrage, vous pouvez envoyer un virement à Circle. Ils vont vous imprimer des USDC, vous les distribuer et inversement. Vous pouvez leur envoyer des USDC et ils vont vous faire un virement sur votre compte en banque de dollars. Et ça, les stablecoins décentralisés ne peuvent pas le faire puisqu'ils sont décentralisés. Si vous voulez un lien avec la monnaie fiduciaire, il faut se centraliser. Il y a de la réglementation, il faut être un PSAN, il faut être un prestataire de services de paiement, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Cependant, on pense, et je pense là-dessus, que si il y a la possibilité d'avoir du Go, d'avoir du Curve USD, d'avoir du Frax, d'avoir toute une diversité de stablecoins, peut-être que cette proportion qui est aujourd'hui à 80-90%, peut-être qu'elle tombera à 60% une fois que le Go sera sorti et que celui de Curve sera sorti. Et peut-être qu'elle tombera à 40% une fois que d'autres stablecoins puissants et vraiment décentralisés et résilients sortiront. Et je pense qu'on arrivera à sortir de notre dépendance aux stablecoins centralisés en apportant de la diversité d'actifs forts progressivement dans l'écosystème. Donc ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose, c'est que le stablecoin, pour nous, ça devient le centre de gravité de l'écosystème AV. C'est-à-dire que lorsque vous avez un marché de liquidité, c'est quand même un actif qui est assez intéressant à emprunter puisque c'est un actif non spéculatif. Donc, c'est intéressant d'avoir une dette dont la valeur ne va pas exploser du jour au lendemain. C'est-à-dire que si vous empruntez de l'Ether aujourd'hui, dont la valeur est entre 1500 et 1600 dollars ou un petit peu plus lorsqu'on enregistre l'émission, si demain, cette dette l'Ether est à 3000 dollars, votre dette vaut 2 fois plus. Donc, vous serez peut-être en position de liquidation. Alors, c'est toujours sympa c'est que quand l'Ether monte, mais quand on a emprunté de l'Ether, c'est pas terrible si ça monte. Si ça descend, c'est intéressant, mais quand on a une position qu'on veut non directionnelle sur un marché, c'est pas le meilleur cas d'actif. C'est pour ça que très majoritairement, dans la finance décentralisée, les gens empruntent des stablecoins. Donc, avoir le go pour AV, c'est quelque chose d'hyper naturel et d'hyper efficient. Donc ça, c'est les premières choses. Une deuxième chose, c'est Lens, qui est le réseau social, entre guillemets, mais même si nous, on parle de social graph décentralisé Web3 d'AV, qui permet aux créateurs de contenu de monétiser directement leur création de contenu sur les réseaux sociaux. Avoir un stablecoin, c'est un centre de gravité qui est extrêmement intéressant puisqu'on a un actif qui est fluide, dans lequel on peut être payé lorsqu'on est créateur de contenu, mais dans lequel aussi on peut payer lorsqu'on est consommateur de contenu. Donc, par exemple, dans le futur, peut-être, ce podcast sera sur une des itérations applicatives du protocole Lens. Et si les gens qui nous écoutent considèrent qu'ils ont appris quelque chose, ils ont envie de remercier ton travail, Valentin, ils pourront peut-être donner un demi-go ou un go directement à Cryptost et au compte Cryptost. Aujourd'hui, lorsque vous faites un don dans les plateformes sociales Web2, il faut savoir que les commissions sont très très fortes. YouTube va prendre une très grande partie de vos super dons. Spotify va payer quelques centimes les centaines d'écoutes et Twitch va prendre une grande partie des abonnements. Sur le Web3, on a ces économies d'échelle puisque le back-end, l'infrastructure, c'est la blockchain. Donc, on n'a pas besoin de payer des data centers, on n'a pas besoin de rémunérer des actionnaires ou ce genre de choses. Et du coup, on peut se permettre d'avoir des frais qui sont beaucoup plus bas, voire quasi inexistants. Ça, c'est la troisième chose. Et dans cet écosystème AV, on a enfin
une autre étape, et ça vient des AV Companies, c'est que les AV Companies, c'est une Electronic Money Institution, donc un prestataire de services de paiement et l'équivalent d'une institution financière, mais ce n'est pas une banque, hein, c'est le niveau en dessous dans le régime du Royaume-Uni. Et le but non caché des AV Companies, c'est de devenir petit à petit une fintech qui va apporter des services de finance qui utiliseront les différents produits de l'écosystème d'AV, mais aussi de la finance décentralisée, par le biais d'un wallet, par le biais de la fameuse carte de débit dont on parle depuis longtemps et qui est un petit peu la fin de la route. C'est-à-dire il y a plein de choses à faire avant, mais lorsqu'on arrivera là, c'est qu'on aura créé un écosystème fintech plutôt intéressant et surtout qui permettra, dans le cadre applicatif, d'avoir pour des gens une expérience de la finance décentralisée et des réseaux sociaux décentralisés qui n'a pas besoin de tout l'aspect technique qui malheureusement est aujourd'hui une friction et un frein à l'adoption de l'écosystème. Merci beaucoup pour ce panorama. Effectivement, ça donne un petit peu d'explication de là où vous souhaitez aller. Et ça fait un bout de chemin, puisque à l'époque où vous étiez Headland, c'était ça le nom, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement, Et- 2017. ouais, 2017. Ouais, bah, ça a fait effectivement un chemin très impressionnant en quelques années et déjà, comme je le disais en introduction, en quelques mois depuis notre dernier échange, assez important. Pour revenir là sur certains points, sur la V2, vous aviez parlé d'un portail justement pour se déplacer entre les différentes chaînes que vous avez implémentées. Il y en avait 8, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça fait toujours partie des choses que vous souhaitez faire là dans l'interopérabilité? Parce que j'ai pas l'impression que ça soit sorti depuis l'annonce de la V2. Alors, c'est sorti, puisque en fait, c'était dans la V3. C'était une fonctionnalité de la V3 qui est Ok. sortie en avril, qui n'est pas sortie partout. Et en Ouais, gros, d'accord, dans c'est ça. la roadmap à court terme, ça veut dire entre la fin de l'année et le début, le premier trimestre 2023, il y a trois étapes qui vont suivre normalement les unes après les autres. La première, c'est la sortie de la V3 sur le mainnet. Donc aujourd'hui, la V3 est présente sur toutes les chaînes où AV est présente, sauf Ethereum. Pourquoi pas sur Ethereum? C'est parce que là, il y a plusieurs, enfin, il y a beaucoup, c'est là où il y a la plus grande concentration de liquidité. Donc le droit à l'erreur, déjà qu'il n'existe pas d'habitude, mais là, il faut pas vérifier 3 fois, il faut vérifier 15 fois. Donc il y a eu des audits spéciaux pour cette implémentation de la V3 sur Ethereum, ce qui a ralenti un petit peu. Donc c'est sorti, ça sortira un petit peu plus tard, ça sortira très prochainement avant la fin de l'année. Mais en fait, on voulait se rapprocher le plus du risque zéro là-dessus. Donc première étape, sortie de la V3 sur le mainnet. Deuxième étape, si la gouvernance valide les dernières étapes de vote, c'est-à-dire que là, la gouvernance avait à accepter l'idée du Go, c'est-à-dire le Go va sortir. Le deuxième vote, ça va être les risques et les courbes d'intérêt du Go. Donc, combien on va payer pour emprunter du Go, quels actifs on va pouvoir utiliser en collatéral. Troisième et dernier vote, l'implémentation et donc l'activation du Go directement sur le mainnet. Ça aussi, ça arrivera avant la fin de l'année. Et troisième et dernière étape de cette roadmap à court terme, normalement pour début 2023, c'est l'activation des portails, c'est-à-dire la possibilité Ouais, c'est au ça. Ouais. début d'avoir un mouvement de liquidité entre les chaînes. Ça, c'est ce qu'on appelle la V0. Donc, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, du Go sur Ethereum, vous allez pouvoir le téléporter, entre guillemets, sur Polygon sans avoir à prendre un bridge et de manière instantanée. Alors, techniquement, on pourra y revenir dans une session à part parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va rester simple pour cette fois. Et ce qu'on appelle la V1 de Portal, c'est pour avoir des positions cross-chain. Donc, si vous avez du collatéral sur Ethereum, vous pourrez avoir une dette sur Polygon ou sur Avalanche, par exemple. Et ça arrivera un petit peu plus tard au cours de l'année 2023. Ça voudrait dire à ce moment-là que toutes les solutions aujourd'hui de bridge comme Hop Protocol ou autres seraient en retrait par rapport à cette technologie parce que directement on pourrait faire la même chose, déplacer des collatérales ou des actifs d'une chaîne à l'autre sans payer des frais trop importants. Ça serait ça l'idée? Alors, plus concrètement, en fait, Portal, c'est
c'est bizarre d'utiliser ce mot-là, mais peut-être que ce sera plus accessible pour les gens qui nous écoutent. C'est un peu B2B dans le sens où en fait, c'est les bridges eux-mêmes qui vont intégrer Portal. Pour des raisons techniques, les premières versions ne seront pas accessibles au public, elles seront accessibles à des entités qui seront validées par la gouvernance. Donc, ce sera sur des votes ouvertes directement sur la blockchain. Et en fait, ça permet d'avoir des économies d'échelle au début sur ce type de choses et plus d'efficience. Donc, en fait, quand vous prendrez un bridge, ça va aller beaucoup plus vite, mais vous n'aurez pas une expérience qui sera différente d'avant, à part c'est beaucoup plus rapide. Et en fait, sous le capot, il y a toute une architecture qui change et qui est permise par les portals d'AVV3. Ok. Alors sur cette projection-là, du coup, ça veut dire, si j'ai bien compris, la nébuleuse que va être AAV Companies et la volonté d'avoir une fintech sur l'une de ces branches-là ne viendra pas impacter le protocole finance décentralisée DeFi d'AAV qu'on connaît aujourd'hui, qui va avoir sa V3, V4 et ainsi de suite. Ça sera vraiment deux entités différentes. Ceux qui ont du AAV pourront toujours participer à la gouvernance. Et s'il y a une carte de débit, s'il y a une carte de crédit, s'il y a toutes ces genres de choses-là liées au monde de la fintech, ça sera une entreprise peut-être plus centralisée d'une autre partie de la nébuleuse AAV Companies. Exactement, et c'est pour ça que je pense que c'est la dernière fois qu'on appelle ça AV Companies. J'ai pas de l'information aujourd'hui, donc je peux pas vous dire à l'avance quel sera le nouveau nom des AV Companies, mais on a bien cette idée de séparer les choses, puisque en fait, une fintech, ça ne peut pas être décentralisé. Et ça, je pense que les gens le comprennent assez bien. On ne peut pas faire un service où on va échanger des euros contre du Go ou du Go contre des euros sans faire des vérifications et de la réglementation et de la conformité. Donc, on ne peut pas créer une fintech de manière décentralisée. Par contre, une fintech centralisée peut se permettre d'utiliser des services décentralisés comme ceux d'AV ou un stablecoin décentralisé comme le Go. Et en fait, cette séparation permet de maintenir l'indépendance, l'autonomie et la décentralisation du protocole AV, mais de créer des expériences utilisateurs et des services qui bénéficient un peu du monde centralisé. Et en fait, ça fait le pont entre les deux, mais ça maintient l'aspect complètement décentralisé du protocole AV. Sur la partie réglementation, on peut faire justement un petit focus sur l'échange que vous avez eu avec Jean-Noël Barrot, donc notre ministre de la Transition du numérique à Bercy il y a quelques jours. Comment tu regardes en tant que responsable du développement, mais comment la compagnie et le protocole au global regardent ce qui se développe en ce moment du côté de la réglementation et de la régulation? Est-ce que c'est des choses qui peuvent faire peur au moment où on parle de stablecoin? Est-ce que la France, qui se veut être le hub crypto européen, est à l'écoute de ces problématiques pour permettre de combiner et la protection du consommateur et toujours la même problématique, l'innovation, et vous en êtes un des piliers? Alors aujourd'hui, et ça c'est ma vision personnelle, c'est qui ne va pas engager les AV Companies ou le protocole lui-même, puisque le protocole est décentralisé, donc il a autant de voix que de personnes qui ont du token AV. Euh, Mon interprétation personnelle, c'est que la France était en avance en 2018 lors du vote de la loi Pacte, en mettant une réglementation qui était certes incomplète, mais l'une des premières du monde sur les cryptoactifs, en essayant de donner un cadre qui était forcément, on n'arrivera jamais à satisfaire tout le monde, mais qui donnait un cadre intéressant. Mais l'écosystème a énormément évolué depuis 2018. En 2018, la finance décentralisée était anecdotique, voire n'existait pas. Les stablecoins étaient un outil pour la finance centralisée de traders pour envoyer des actifs entre deux échanges centralisés. Il n'y avait quasiment aucun usage, ni service, ni consommation Web3. Donc, l'écosystème a évolué, sauf que la réglementation évolue moins vite que la technologie. Et ça a toujours été le cas, hein, c'est dans tous les secteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une opportunité pour la réglementation française, mais aussi européenne, et ça se passera beaucoup au niveau européen, ces questions-là, de faire évoluer le cadre si on veut continuer dans le mouvement qui a été celui de 2018, qui était un mouvement d'ouverture et d'accès à l'innovation pour faire en sorte que l'innovation reste sur le territoire français, voire européen. Et moi, du fait de ma rencontre récente avec le ministre et aussi de mon implication à l'ADAN, je pense que nous sommes actuellement, ce n'a pas toujours été le cas en France, mais nous sommes actuellement avec un gouvernement qui m'a paru à l'écoute, qui a une certaine vision et
une certaine volonté de monter en compétence sur le sujet et qui a aussi conscience lorsqu'on leur dit qu'il y a de la friction, que tout n'est pas parfait, que notamment, par exemple, le secteur bancaire fait tout pour freiner l'innovation en France dans le secteur. Si aujourd'hui, vous voulez créer une entreprise et qu'il y a le mot blockchain dans vos statuts, vous aurez tous les problèmes du monde à ouvrir un compte en banque, alors que, et même si vous êtes un prestataire de services en actifs numériques, qui est quand même un statut ultra régulé par la CPR et l'AMF en France, vous avez quand même des soucis avec le secteur bancaire et ce n'est pas acceptable. C'est des choses qu'on remonte, et ça fait partie du travail de la DAN, de remonter les frictions qui a directement à ceux qui nous gouvernent. Et pour l'instant, on a une reconnaissance que tout n'est pas parfait et une certaine, en tout cas un sentiment qu'il y a une volonté de faire évoluer dans le bon sens les choses. Donc, il reste énormément de travail. Il faudra forcément faire évoluer le cadre légal et fiscal sur les cryptoactifs si on veut que ça fonctionne. Beaucoup de choses vont se passer au niveau européen, c'est-à-dire que la loi MiCA, par exemple, qui a été très centrale sur ces Le, questions. le projet de Comment règlement MiCA, je suis obligé de te reprendre, sinon on va se faire taper Voilà, sur les doigts. c'est vrai, excusez-moi, je présente mes excuses aux juristes qui nous écoutent. Le projet de règlement MiCA a intentionnellement, pour ne pas mal faire, et ça c'est un peu mon interprétation personnelle, mis de côté la finance décentralisée dans le cadre du texte, mais il y aura forcément, et ça c'est, et je cite Christine Lagarde là-dessus, un MiCA 2 ou un MiCA 3, qui prendra en compte notamment les stablecoins et la finance décentralisée. Et en fait, c'est l'occasion. C'est-à-dire, il y a une fenêtre de tir pour l'Europe sur les 2 à 3 prochaines années, je considère, s'il y a des textes qui sont intéressants, et on n'est pas du tout en train de dire qu'il faut complètement défiscaliser, qu'il faut déréguler, etc. Au contraire, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, il faut réduire le brouillard. Aujourd'hui, on est dans un brouillard réglementaire, on est dans un brouillard fiscal sur tout un tas de questions. Et en fait, plus il y a de clarté, plus on favorise les entrepreneurs. Et si l'Europe et notamment la France prennent cette opportunité dans les 24 à 36 mois prochains, et le plus tôt sera le mieux, et on a cette opportunité de se placer très très bien en tant que centre de gravité de l'innovation sur le secteur Web3. Et c'est ce qu'est en train d'essayer de faire le pouvoir public, effectivement, avec les annonces qui s'en sont suivies, Crypto.com, Binance qui arrivent à Paris, en France, pour commencer à faire leur QG européen, notamment parce que tu l'as évoqué sur du coup, le règlement MiCA et les futurs, pour les projets de règlement MiCA 2, 3 et ainsi de suite, sont en train d'établir peut-être des intérêts pour ceux qui viennent dans les endroits où c'est le plus régulé en Europe, en l'occurrence en France, de pouvoir s'étendre ensuite dans tout le marché. C'est pour ça que la France, de ce point de vue-là, se positionne comme une grande terre d'accueil. Il faudrait que ça continue. Si on fait une petite parenthèse, parce que je sais qu'on nous posera la question, si je ne te la pose pas là, pour revenir sur le Go et sur les intérêts qui pourraient être redistribués derrière, est-ce qu'il y a une possibilité, une fois que la gouvernance aura tranché et ainsi de suite, que ça soit reversé en partie aux détenteurs de AAV, qu'on peut reprocher une tokenomics justement de AAV un peu ancienne, avec une capture de valeur un peu réductrice? Alors, moi, je suis assez clair là-dessus, mais comme j'ai dit, en fait, le patron d'AV, c'est tous les gens qui ont du token AV. Donc, il y a une gouvernance. Et en plus, très concrètement, la seule manière de modifier tout ça, c'est de faire ce qu'on appelle une AIP, une AV Improvement Proposal, qui est une proposition on-chain qui modifie directement les smart contracts. Et en fait, on pourrait, depuis le premier jour, distribuer 100% des frais à l'AV directement aux gens qui ont du token AV. Je pense que ça aurait été une mauvaise idée de le faire il y a 2 ans, il y a un an, puisque par exemple, la DAO-AV a financé la V3. Et je pense que l'innovation, c'est toujours intéressant. Surtout, on parle de projets qui sont très jeunes. Donc, on est encore dans de la recherche, on est encore dans du développement. La défi, c'est beaucoup plus grand qu'avant, mais je pense qu'on n'a même pas fait 5% du chemin. Et quand, normalement, on est dans des projets qui sont jeunes sur des nouvelles technologies, il vaut mieux, à chaque fois que des frais sont générés par le protocole, réinvestir dans plus de développement, plus de recherche pour maintenir ces parts de marché et continuer de se développer.
Ça, c'est ma première vision. Ma deuxième vision, et réponse très claire là-dessus, le Go, contrairement au protocole AV, 100% des intérêts qui sont payés par ceux qui créent du Go va à la DAO AV, puisqu'il n'y a pas d'apporteur de liquidité Go. Donc, il y a des frais qui sont plus importants et donc ça devrait être plus rémunérateur pour la DAO. Je suis, à titre personnel, favorable à ce qu'une partie de ces frais, notamment sur le Go, soit redistribuée à une partie des token holders AV, mais seulement une partie. Et ça, c'est mon opinion personnelle qui n'engage que moi. Je pense que les gens qui prennent un risque pour protéger le protocole avec le safety module, aujourd'hui, sont rémunérés avec une partie du supply d'AV qui s'appelle l'écosystème réserve. Ça rapporte environ 6,5% lorsqu'on enregistre l'émission. Ça monte et ça descend selon les marchés, bien sûr. Je suis favorable à ce qu'une partie du Go soit payée en Go, du coup, directement aux gens qui protègent le protocole et pas à ce stade-là de développement de l'écosystème AV aux gens qui ont simplement du token. C'est-à-dire que si vous prenez un risque pour protéger le protocole, je pense que votre implication mérite une récompense. Et aujourd'hui, elle existe avec une distribution du token AV et je serais favorable à titre personnel qu'une partie des frais Go soit redistribuée aussi. Donc, il y aurait une rémunération en AV et en Go. Mais à ce stade-là du développement, je pense qu'il est trop tôt pour redistribuer à tous ceux qui ont du token AV, puisque il me semble plus efficient de distribuer pour l'instant aux gens qui font les paramètres de risque, qui gardent le protocole safe, aux gens qui développent du code, que ce soit BGD Labs ou les AV Companies ou d'autres développeurs qui souhaiteraient ajouter des fonctionnalités AV, puisque on en est au jour 2 de la finance décentralisée. Il reste beaucoup de chemin à parcourir. On est loin d'un écosystème mature qui peut vivre un peu de ses rentes. Ok, donc ça sera effectivement intéressant de voir cette répartition des prises de risque dans ceux qui détiennent le risque du protocole et ceux qui font le mint de Go. Dans tous les cas, ça fera partie des réflexions du protocole, comme tu le disais, et ni Stani, ni toi, ni d'autres de AAV. Vous êtes combien maintenant? 80? On a dépassé les 100 personnes récemment, cette semaine. Donc, Bravo. ça grandit petit à petit, mais c'est parce qu'on a des équipes de produits que les gens ne voient pas encore. Donc, toute la partie fintech, maintenant, c'est une équipe qui a bien grandi, qui devient assez intéressante. Donc, il y a de bonnes chances que des produits arrivent en 2023. Ces chances sont très élevées même. Et toute la partie Lens, qui était une toute petite équipe la dernière fois qu'on s'est vu et qui maintenant est devenue une équipe assez importante. Donc, on grandit petit à petit, mais on reste relativement efficient par rapport à ce qui est produit. Et sur ce que j'ai dit plus tôt, hein, sur la rémunération du token AV, il faut bien comprendre que je détiens du token AV. Ça, je ne vais pas en cacher, je pense que ça ne choquera personne. Mais la partie des tokens AV que j'ai, ou que même Stani a, ou que l'équipe a individuellement, c'est une goutte d'eau par rapport au quorum nécessaire de la gouvernance. Donc, de toute façon, pour qu'il y ait une évolution, il faudra que ce sera un débat public qui se passe directement dans le processus de gouvernance. Donc, ce que je dis, c'est ma vision des choses. Parfois, la DAO n'a pas la même vision que moi et parfois si. Mais ça arrive assez souvent d'ailleurs que ça aille dans le sens inverse d'un tweet de chez vous, ou de Curve ou de Maker. Et en fait, ouais, que Stani, toi ou autre se positionne, des fois ça va dans l'autre sens avec la DAO, quoi. On arrive à regarder dans la même direction régulièrement quand même, mais en fait, c'est une belle preuve de décentralisation à chaque fois que la DAO pense différemment que Stani ou moi, puisque ça prouve qu'il n'y a pas un bouton magique sur mon bureau qui change le protocole à ma bonne volonté, parce que sinon, bah, on ne mériterait pas mon défi, tout simplement. Mais sinon, sur le timing, est-ce qu'on peut imaginer avoir du Go dans nos wallets, processus de gouvernance terminé, avant le 31 décembre de l'année? Ça me semble très très fortement probable. En toute transparence, à l'heure où on enregistre ce podcast, Alors, je précise effectivement, nous sommes vraiment sur le fil puisqu'on enregistre ce podcast le week-end du 5 au 6 et c'est le podcast qui sort le week-end du 5 au 6 novembre 2022. Donc on est vraiment sur le fil pour ceux qui nous écoutent dès l'instant où ça sort. alors, pour toute transparence, c'est des choses qui sont plutôt publiques. Le dernier audit qui concerne la VV3 sur le mainnet est arrivé il y a une dizaine de jours. Donc, il n'y a plus vraiment d'opposition technique maintenant à déployer V3 sur le mainnet. Donc, ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Euh, Deuxième étape, le deuxième, on a eu deux audits sur les trois qui sont prévus sur le lancement du Go. Et le troisième est prévu pour les prochains jours, c'est-à-dire avant le 15 novembre.
Donc après ça, il y aura aussi plus de soucis techniques qui viendraient freiner le lancement du protocole Go. Donc une possibilité avant de la fin de l'année du lancement du Go, bah, ça dépend de la gouvernance, mais a priori, il n'y a pas vraiment de friction là-dessus. Le seul modulo qui pourrait décaler le lancement du Go, et ça, on n'hésitera pas à le faire, c'est que le troisième audit trouve des failles de sécurité qu'il faille du coup résoudre et du coup refaire auditer derrière, ce qui prendra des délais. Mais AV, on a toujours été très clair et pour l'instant, ça a porté ses fruits. On met la sécurité avant tout, on met la sécurité avant les délais. Aujourd'hui, les deux premiers audits de sécurité sont extrêmement encourageants, donc on pense qu'il n'y aura pas énormément de surprises dans le troisième, mais ce serait la seule raison qui ferait que Go ne sortirait pas en 2023, en 2022. Ok. Sur les aspects sécurité et innovation, la dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé des layer 2, on avait parlé des couches qui permettent à Ethereum de chercher la scalabilité qu'il avait du mal ou qu'il a encore du mal à aller chercher sans des frais exorbitants. Beaucoup s'interrogeaient sur la pertinence de ces couches après le passage à Ethereum 2.0 qu'on a vécu ensemble avec Cryptomatrix et toute la clique en septembre dernier, le 16 si je ne dis pas de bêtises. Le 15, pardon, le 15 septembre dans la matinée, très tôt. Je crois d'ailleurs que tu as que tu as validé un des premiers blocs ce jour même. Alors, ma compagne, pour être rendons à César ce qui appartient à César, ma compagne a eu la chance incroyable, puisqu'il y a un tout petit peu plus de 1000 blocs par jour. Elle a un de ces blocs qui date du jour du merge, donc l'un des tout premiers blocs Proof of Stake d'Ethereum. Et du coup, bon, bah, j'ai fait appel à Solid NFT qui fait partie de l'écosystème. Ça leur fait un peu de pub et qui font en fait des objets physiques. Donc, généralement, ils transforment les NFT en physique. Et du coup, on a encadré ce fameux bloc pour l'histoire. J'ai un solide NFT juste ici qui justement, d'ailleurs, je vais aller le chercher. Tu es sur cette photo, d'ailleurs, rappelle-toi. Ah bon? Tu es, tu es sur cette photo de l'ETCC de l'année dernière Ah bah oui. Ah, avec Owen et une partie de l'équipe. Et c'est effectivement Solid NFT, donc ça ressemble à ça. Ça permet de, quand le NFT, vous êtes bien le ownership du NFT, de pouvoir l'imprimer et donner un peu de choses palpables dans ce monde virtuel. Sur ces interrogations justement des layers, on se demandait l'intérêt notamment de Polygon. Tu t'es conseiller advisor chez Polygon, c'est quoi ton titre déjà? Alors, je suis stratégique advisor, Pardon. donc conseiller stratégique. Alors, ce que ça veut dire en concret, c'est que bah, je travaille chez AV à plein temps, donc c'est pas un poste à plein temps, mais j'ai des réunions régulières avec l'équipe DeFi, finance décentralisée de Polygon, où je fais part de mon avis et puis on essaye de trouver des synergies sur l'écosystème Polygon. Mais voilà. Et ça fait un peu plus de 6 mois maintenant que je travaille avec eux et c'est un plaisir de travailler avec les innovateurs de l'écosystème. Et justement, ça fait partie des. Donc, pour la question qui était est-ce que ces layer 2 vont disparaître, certains ont du mal à trouver leur place maintenant que ces évolutions avancent. Mais clairement, Polygonmatic fait partie des solutions de plus en plus regardées et qui, j'ai l'impression, s'intègrent dans les réflexions communes euh, des gens quand ils parlent de la blockchain. Ils en parlent vraiment comme une blockchain à part entière. On a vu cette semaine, puisque comme je le disais, on enregistre vraiment sur le fil avant publication du podcast, que le token a pris beaucoup de valeur avec des annonces de GAFAM qui ont l'air de s'intéresser à la blockchain pour émettre des solutions. Euh, quelle est ta vision du coup sur cette blockchain? Est-ce qu'elle restera même après que Ethereum soit à 10 000 ou 100 000 transactions par seconde quand les autres innovations arriveront? Alors, très clairement, il y a plusieurs choses à dire. La première chose, c'est que bah, la guerre des layers 1 EVM est terminée. C'est-à-dire que pendant le cycle précédent, tout le monde créait un copier-coller d'Ethereum. Donc, ça s'appelait Phantom, Harmony, il y avait Avalanche, par exemple, le Chronochain chez Crypto.com. Il y en avait des centaines, hein, voire des milliers. Et la plupart aujourd'hui sont morts. Soit il y a eu des actes de bridge, hein, c'est ce qui s'est passé malheureusement pour Harmony, qui est une équipe que j'apprécie particulièrement à titre personnel, mais qui a eu un gros souci dans leur liaison avec Ethereum Layer 1, ce qui a mis un coup un petit peu sur l'écosystème. Et vous l'aviez sur AAV parmi les chaînes justement.
Oui, et du coup, nous, on a deux marchés alternatifs Layer 1 EVM qui ont fermé, qui sont le marché Fantôme et le marché Harmony, puisque on a fait le constat de l'évolution de la demande et de l'offre de marché, et du coup, on s'est reconcentré sur les réseaux purement Layer 2, donc comme Optimism et Arbitrum, qui sont des optimistic roll-up, et sur les alternatives Layer 1 qui restent, et qui ont entre guillemets gagné la guerre. Alors très clairement aujourd'hui c'est Polygon en termes d'utilisateurs, de capitalisation et d'innovation et d'implémentation. Dans une moindre mesure, mais on les apprécie énormément aussi et ils ont leur propre communauté, leur propre écosystème avec des applications qui n'existent un peu que chez eux. Il y a Avalanche également. Mais au-delà de ça, force est de constater que tous les autres réseaux ont perdu un petit peu de leur saveur. Ne restent aujourd'hui que les vrais Layer 2 et les Layer 1 qui sont en train de devenir des Layer 2. Et c'est le cas de Polygon, puisque Polygon s'est créé comme une sidechain, c'est-à-dire un réseau Layer 1 à part, indépendant, mais qui avait une notarisation, ce qu'on appelait commit chain, donc une notarisation régulière des données qui se passaient sur Polygon, sur Ethereum, et qui est en train de devenir petit à petit un zero knowledge EVM avec la ZK EVM qui va progressivement supplanter la POS chain qui est Polygon tel qu'on le connaît actuellement. Donc c'est un layer 1 alternatif layer 1 EVM à Polygon, tout comme Avalanche l'est, tout comme Phantom l'était, tout comme Harmony était, etc. Et les autres, et c'est en train de devenir un vrai layer 2. Donc c'est un processus qui va se faire au cours de l'année 2023. On a eu pendant la DevCon à Bogota la révélation du testnet ZK UVM. Donc, c'est un réseau on a déployé AVV3 dessus, hein, par exemple, pour tester. Alors, c'est loin d'être en production. Et puis, de toute façon, pour une implémentation, il faudra un vote de la gouvernance. Mais en tant que développeur, il faut bien tester les choses au cas où la gouvernance ait envie d'aller là-bas. Et le mainnet est annoncé pour la fin du premier trimestre 2023. Ça me semble ambitieux, mais en tout cas, en 2023, ça me semble faisable. Donc, il y a ça. Et, et donc, ils sont en train de cimenter cette idée d'être un réseau supplémentaire à Ethereum en layer 2 progressivement et avoir des cas d'usage et un écosystème qui leur est propre. Donc, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien et je dois reconnaître que l'équipe business development de Polygon est probablement de la meilleure de l'écosystème puisqu'ils ont enchaîné les partenariats et les implémentations plus impressionnantes les unes que les autres. Donc, on avait Meta avec Ouais, Instagram, très on a eu récemment. Reddit avec les Digital Collectibles qui a été un très franc succès. On Ouais, a eu Disney, on a eu 2 millions de wallets. exactement. On a eu la Banque centrale de Singapour avec AV Un aussi très sur beau une mot de la fin. expérimentation. Donc, et il continue d'enchaîner. Il y a quelque chose de très très gros qui va sortir prochainement. Je ne suis pas à la liberté d'en parler, mais je pense que ça fera du bruit dans les prochains jours. Et sur les Zero Knowledge, t'en as cité un là de Polygon. Il y avait évidemment ceux qu'on suit en France et on a reçu beaucoup de personnes dans ce sens pour parler de cette révolution. Est-ce que justement tout ce qui est ZKP pour les roll-up vous intéresse toujours autant? Est-ce que ça sera l'année 2023 pour les plus grands qu'on connaît ou est-ce que ça y est, en fait, c'était beaucoup de bruit? Non, non, moi je pense que c'est l'avenir des layers 2, très Ok. clairement. Va y avoir différentes implémentations, c'est très complexe, hein. C'est un sujet qui techniquement, moi ça me fait transpirer, donc c'est assez complexe. J'ai passé beaucoup de temps à Bogota, à la DevCon, à essayer d'aller en profondeur d'un point de vue technique sur les zero knowledge et c'est costaud comme on dit, mais c'est passionnant. Il y a aujourd'hui différentes implémentations, on va citer les principales. Il y a Starknet de Starkware, qui est très connu dans l'écosystème français, puisqu'on a des Et Louis, représentants assez présents. Il y a ZKVM de Polygon, il y a aussi Scroll. Qui se rapproche un petit peu de la technologie ZK5, qui est le quatrième, ZK-Sync, qui est en fait un ancien dans le Zero Knowledge, mais qui arrive petit à petit à s'approcher du mainnet. Et en fait, ces implémentations sont plus ou moins complexes techniquement, puisque certains vont faire, en fait, vont reprendre le même code qu'Ethereum. C'est-à-dire qu'on va pouvoir développer des smart contracts en Solidity. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous êtes un développeur Ethereum, tout développeur Ethereum est un développeur ZK EVM Polygon.
Donc, l'implémentation d'AVV3 sur le ZK EVM Polygon, ça a pris 1 heure à un développeur AV qui était à côté de moi dans le lobby de l'hôtel à Bogota. Pourquoi? Parce que c'est quasiment du copier-coller. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est très proche de ça. Par contre, déployer AVV3 sur Starknet, ça a pris 6 mois et un budget de 350 000 $ voté par la DAO pour la phase 1. Pourquoi? Parce qu'il faut réécrire tout le code navé dans un autre langage qui s'appelle Cairo, qui permet plein de choses, qui est très utile, mais naturellement, aucun développeur d'Ethereum est un développeur Starknet. Donc, il faut monter en compétences, ce qui signifie utiliser les 3 ressources d'une DAO les plus importantes dans cet ordre-là. La première, c'est le temps, le deuxième, c'est le focus, et le troisième, c'est l'argent. Et du coup, développer sur Starknet, ça permet des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs, notamment du point de vue de la computation. Lorsqu'on fait des choses sur une blockchain, tout coûte de l'argent. C'est-à-dire stocker une information sur la blockchain, ça coûte de l'argent. Faire des maths sur la blockchain, ça coûte de l'argent, ce qu'on appelle de la computation. Et toute cette partie, faire des maths sur la blockchain, ça coûte très très cher sur Ethereum. Pourquoi? Parce qu'on veut que les gens qui font tourner des nœuds validateurs aient du matériel qui soit relativement accessible et pas des serveurs industriels avec énormément de puissance de calcul comme une blockchain comme Solana par exemple. Et du coup, on augmente le coût de la computation et du stockage pour faire en sorte que tout à chacun puisse avoir des données. Sur Starknet, la computation elle est quasiment gratuite. Et du coup, toute la finance décentralisée, on peut voir si on se promène dans la documentation d'AV, des équations, etc. Je vous promets que si vous avez fait une première S, vous devrez vous en sortir. Et encore, je pense que le niveau mathématique n'est pas hyper élevé. C'est pas parce qu'on n'est pas fort en maths ou qu'on a peur des maths, c'est que en fait, faire des maths, ça coûte cher. Et avec Starknet, on rentre dans un nouveau paradigme où on pourra avoir des courbes d'intérêt, des algorithmes qui sont beaucoup plus efficients, beaucoup plus élégants, beaucoup plus complexes aussi. Et du coup, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, inconvénient de Starknet, c'est plus dur de les déployer là-bas. Inconvénient, mais avantage, c'est on peut faire plus de choses. Euh, Avantage de ZK EVM, on peut déployer du jour au lendemain et tous les développeurs Ethereum sont des développeurs ZK EVM Polygon. Mais par contre, on ne va pas avoir ces gains impressionnants davantage par rapport à d'autres choses, si ce n'est qu'on pourra faire plus de choses pour moins cher. Ok, ouais, c'est ce qui explique que vous prenez votre temps. Et pour ceux que ça intéresse, les ZK Rollup, et c'est vraiment passionnant. C'était l'un des podcasts qui m'a le plus marqué et avec lequel j'ai appris le plus de choses avec Louis, justement, de Starkware. Je vous le mets en description et en fiche. C'est vraiment passionnant comme technologie qui existe depuis longtemps dans l'informatique et les maths, mais qui prend un sens tout particulier quand il faut combiner la rapidité et d'une certaine manière. Et ça va être le combat de 2023, garder la privacy à nos côtés. Je voulais Pour terminer répondre avec... concrètement, Ouais, aujourd'hui, AV, pour la gouvernance, a voté pour un déploiement sur ZKVM Polygon, a voté et a budgétisé et a réalisé un déploiement sur Starknet avec une phase 2 qui sera au vote très prochainement, mais a priori qui va se déployer sur le mainnet quand il sera disponible, et a voté un déploiement sur le testnet de zkSync. Donc notre présence, c'est ces 3 réseaux pour l'instant par rapport à la gouvernance d'AV. ouais, ok. Et ça sera intéressant de voir comment ça se déploiera et ça fera partie des choses sur lesquelles on pourra se téléporter ou pas. Oui, Ouais, s'il y a c'est une ça. présence, on peut s'y téléporter. Donc, c'est Ok, l'intérêt de Portal. très intéressant. Je voulais terminer avec toi sur cette information qui là aussi est issue de la semaine. Je crois que c'était lundi ou mardi. D'ailleurs, je me dirigeais pour ma chronique hebdomadaire à BFM. J'avais envoyé, comme chaque matin, les sujets que je souhaitais traiter. Et boum, il a fallu que je change tout suite à une annonce, un pas de géant quand même pour l'écosystème institutionnel dans la finance décentralisée, puisque nos amis de la Banque de Singapour et JP Morgan, ainsi qu'une flopée d'autres banques privées et d'autres partenaires ont annoncé avoir fait des expérimentations dans la finance décentralisée, mais publique, puisque on sera bien placé pour nous dire que ça fait un paquet de temps qu'ils s'amusent avec des Excel à nous dire qu'ils font des choses magnifiques dans la DeFi. Là, c'était sur Polygon Matic, c'était sous l'équivalent d'AAV
fork, mais de Aave Arc sur Matic, et c'était publié sur Twitter, publié dans le communiqué de presse que nous avons tous reçu, et on pouvait regarder ce qui venait d'être fait, et c'était de la tokenisation d'obligations. Donc c'était évidemment un gros boom d'avancées, de pensée dans l'écosystème. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est fait et le récit de cette grande avancée pour les instits et la DeFi, s'il te plaît? La première réponse, elle est très simple, c'est que puisque ça s'est fait sur des réseaux publics, vous n'avez pas besoin de me faire confiance sur ce qui va suivre, puisque tout peut être vérifié. Les smart contracts ont été publiés, les adresses sont visibles, les tokens sont visibles, et les protocoles qui ont été déployés sont absolument visibles. Et ça, c'est vraiment l'intérêt, c'est qu'on n'est pas sur, oui, on a essayé des paroles et des annonces, on est sur une vraie expérimentation qui s'est passée sur des réseaux publics qui sont les mêmes réseaux. Aujourd'hui, si vous utilisez Polygon, la Banque centrale de Singapour, JP Morgan ont utilisé Polygon, le même que vous utilisez tous les jours. Ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'il y a eu de la tokenisation. Alors, bien sûr, on est sur une preuve de concept. On n'est pas sur des actifs qui ont une valeur commerciale, etc., hein. On est sur une expérimentation sur le terrain, un test in prod, comme diraient certaines personnes de la finance décentralisée d'une autre époque. Mais on a eu tokenisation d'actifs qui représentaient de l'obligataire. Euh, Tokenisation de yens japonais, donc un stablecoin ou monnaie numérique de banque centrale de yens japonais, et tokenisation de dollars singapouriens. Donc, ces actifs ont été apportés en liquidité sur une version, et c'est le même code, hein, c'est juste que c'est un déploiement entre guillemets privé d'Aave Arc, donc qui est la version d'Aave pour les institutions qui a été déployée sur Polygon. Une adresse et un acteur a déposé ses obligations, s'en est servi comme collatéral. Ça a donc été relié à un oracle qui a défini une valeur de ces obligations et a utilisé ces obligations pour emprunter des dollars singapouriens et ensuite les échanger contre du yen japonais, si je ne dis pas de bêtises, ou le contraire. C'est ça, Euh, ouais. et, euh, et ils ont utilisé une version d'Uniswap pour le faire, puisqu'ils avaient créé une pool de liquidité. Et donc, ils ont fait vraiment un trade directement sur la blockchain. Alors, bien sûr, rien de tout ça a une valeur financière, mais si demain, ils devaient faire pour de vrai ce qui a été expérimenté, ce serait exactement le même code, ce serait exactement les mêmes smart contracts, mais ce serait bien sûr des actifs différents. Donc, c'est assez impressionnant. C'est la première fois que des institutions de cette taille, hein, on parle de la Banque centrale de Singapour, on parle de JP Morgan, que je pense que ceux qui nous écoutent connaissent, et de beaucoup de banques commerciales de premier plan au domaine singapourien, ont participé. Et donc, on est sur quelque chose qui est très avancé à des années-lumière de ce qu'on peut voir en France ou même aux États-Unis. La Banque centrale de Singapour s'est positionnée comme leader technologique avec cette action-là et en avance sur tous les autres acteurs. Et c'était dans le sens de la réunion avec les banquiers centraux qui a eu lieu il y a quelques semaines au Louvre. Et c'était effectivement la Banque centrale de Singapour qui était la plus en avance sur ces questions et qui devrait être de plus en plus présent là-dessus. Non, c'est cette réunion, je n'étais pas présent, mais j'ai eu des comptes rendus de plusieurs personnes. Et clairement, la Banque centrale de Singapour était très en avance, les États-Unis ensuite, et notre amie Christine Lagarde, bien dans une autre catégorie, on dira. Ouais, mais effectivement, c'était pas les mêmes enjeux. J'ai eu l'occasion d'y être et c'était effectivement à peu près sur sur cet angle-là. Merci beaucoup, Marc. Merci encore d'avoir fait ce petit point. Moi, je suis toujours fan de la DeFi et de plus en plus des social graphs. Et tu disais tout à l'heure, effectivement, peut-être qu'on pourrait un jour nous tips avec des Go. Et d'ores et déjà, on peut nous tips sur Lens. On a les deux comptes de Cryptost et mes comptes perso avec pas mal de followers. Et effectivement, c'est assez intéressant de pouvoir émettre des tweets, de pouvoir les collecter, de pouvoir les transformer en NFT, de pouvoir générer de la valeur dessus. Je pense que ça sera un grand changement là aussi pour les médias dans les prochaines semaines et les prochains mois. Faudra regarder aussi de ce côté-là. Merci Marc, à très vite. Merci et à bientôt, c'est toujours un plaisir.